Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui démarre sur Prime News Télévision. Au menu du décryptage, on parlera de deux sujets. Le premier est relatif à ce cultivateur de chanvre indien pris dans les filets de la police républicaine à Savès. Nous sommes là dans le département des Collines et puis on parlera du Bénin qui, côté électricité, apure progressivement ses dettes vis-à-vis du Nigeria. Et parlant de l'énergie électrique, on observe des coupures répétées ces derniers temps dans certaines localités. Quels sont les dégâts probables que cela pourrait causer sur les différentes activités? Nous en parlerons dans ce numéro du décryptage avec Gildas Arongansi. Cher ami, bonjour. Bonjour, c'est journaliste. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait un moment que vous êtes passé par ici. Merci, ce fut un plaisir ici. C'est chez moi et puis Exactement. je prends toujours du plaisir à débattre des sujets de l'actualité. Oui, c'est ça. Vous êtes un acteur politique, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup. On sait que dans le département des Collines, depuis la semaine dernière, on a appris qu'un cultivateur de chanvre indien a été interpellé et est désormais aux mains de la police républicaine. Cela a créé quand même une certaine stupeur au niveau des populations. On se demande comment un cultivateur ou comment un citoyen peut-il arriver à cultiver allègrement du chanvre indien sans être inquiété depuis. Ok, moi, pour aborder ce sujet, je vous rappelle que nous sommes dans un état de droit et toute action dans un état de droit est suivie, doit être surveillée par le gouvernement. Et puis, nous avons le ministre du cadre de vie, le ministre de la sécurité publique et tout ça. Et il y a les chefs d'arrondissement, les mairies et tout. Donc, pour toute activité sur un territoire, dans une zone donnée, il faut déjà l'approbation de ces autorités. Reste à savoir si ce jeune homme a fait la demande d'autorisation pour cultiver le chanvre indien sur des hectares, ou soit il le fait illicitement. S'il le fait de façon illicite, je pense que les autorités ont plein droit de l'interpeller, de l'écouter et voir quelle suite sera donnée à cette affaire. Est-ce qu'il y a une autorisation à requérir avant de cultiver cela? Étant acteur politique, Oui. connaissant un peu les rouages du droit, je peux dire oui, parce que vous savez, le chanvre indien, c'est déjà un truc qui est combattu dans presque beaucoup de pays de droit. Et puis, le cultiver de façon illicite est inapproprié aux lois en vigueur. Et pour éclairer un peu cette tendance, je puis vous dire, connaissant la lutte que mènent beaucoup de pays, la culture du chanvre indien est cautionnée par une demande d'autorisation. Donc, si au préalable, le cultivateur, ce jeune homme, n'avait pas eu l'autorisation, soit de la mairie, ou soit du ministère de la Défense, je pense que c'est contre la loi. Et vous ne savez pas, vous n'êtes pas sans savoir du moins que le gouvernement mène une lutte farouche contre le terrorisme, le chanvre indien et tout ce qui tourne autour ces derniers temps. Justement, par rapport à cette lutte, je vous rappelle, selon le web média Le Potentiel qui a commis cet article, on dit que l'arrestation de ce jeune homme s'inscrit dans un cadre plus large de lutte contre le trafic de stupéfiants dans la dite commune. Le jeune homme a été placé en garde à vue et son dossier devrait être transmis à l'unité spéciale de lutte contre les trafics illicites de drogue de l'OCETID. Ça veut dire que le gouvernement est dans une lutte contre le trafic de stupéfiants dans la commune et c'est dans cette optique justement qu'il a été interpellé. Ok, pour votre gouvernement, je vous signale que ces derniers temps, nous sommes au courant des exploits que mène la police républicaine, et à savoir la destruction des ghettos dans presque les coins, recoins des quartiers de ville. Et la police républicaine mène une lutte farouche, on va détruire des ghettos. Mais ces ghettos-là, le chanvre indien qu'on trouve là, ça a une provenance, ça a une source de provenance. C'est ces jeunes-là qui se donnent à ça, vont vers un fournisseur. Mais si déjà quelqu'un se permet le luxe de planter cela sans l'autorisation de l'État, imaginez vous-même le dégât que ça peut causer. Parce que nous sommes en train de lutter contre un phénomène qui est la délinquance des jeunes. Et on voit aujourd'hui que c'est grâce au chanvre indien et excusez-moi, en griffe, les produits en sachet, alcool frelaté, que ces jeunes-là arrivent à commettre des forfaits qui sortent du commun,
qui sortent du commun. Mais si déjà quelqu'un se permet de planter le chanvre indien sans l'autorisation du gouvernement, je pense qu'il est en train d'encourager déjà la délinquance. Donc, si l'entourage, la population est en éveil et va se plaindre déjà auprès de la police, je pense que c'est d'ailleurs normal que cette opération ait lieu. D'accord. On va vérifier ça. Hein. On va aussi faire des investigations pour voir un peu s'il y a au plan légal des tests qui voilà, encadrent une telle activité. On y reviendra dans nos prochains numéros. Mais déjà, dans cette lutte contre le trafic voilà, et tout ce qui va avec la cybercriminalité, les trafics illicites de ces substances et tout ce qui va avec, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu d'avancée? Vous êtes acteur politique. On sait que depuis l'avènement du régime de la rupture, il y a quand même des actions qui sont menées ici et là, dans tous les domaines. La traque aux cybercriminels, ça tout le monde le sait. La lutte contre la cybercriminalité est sous toutes ses formes. Maintenant, ceux qui cultivent et vendent le chanvre indien aussi sont traqués dans les différentes communes. Est-ce qu'on peut dire au regard de tout ceci que la lutte est en train de connaître une certaine avancée? Ouais, et au vu aussi de tout ce que nous avons au quotidien, grâce à l'actualité politique et grâce à vous journalistes, on peut dire que c'est une lutte sans fin et que c'est une lutte qui bat son plein. Et certes, il y a beaucoup qui disent que c'est le chômage qui crée ces vices, c'est le chômage qui encourage la jeunesse à aller vers ces vices. Mais l'état de droit, dans un état de droit, nous n'allons pas encourager quand même le terrorisme, les crimes et autres. Donc si l'État juge bon que ces facteurs sont encourageants à la délinquance, je trouve d'ailleurs normal que cette lutte soit une lutte sans fin. Maintenant, reste à savoir si la lutte est faite de façon spontanée et sans les coulisses en fait, parce qu'il faudrait pas qu'on fasse une lutte et en menant cette lutte, cette quête de traque, que certains soient privilégiés et d'autres soient traqués. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais, je veux dire par là, le gouvernement nous a accordé la possibilité de dénoncer en mettant des numéros verts à notre disposition et nous avons la possibilité de dénoncer les actes de terrorisme, les actions, les gestes suspects. Et si déjà la population en son sein héberge un de ces acteurs et ne dénonce pas et accepte le vivre avec ceux-là, c'est déjà encouragé et cet état de choses. Peut-être que cette interpellation est survenue suite à des dénonciations par des populations. Qui sait, on n'a pas tous les détails de cette enquête. Donc, peut-être que c'est une collaboration, ce sont des informations qui ont été remontées à un niveau supérieur. Oui, justement, c'est ça, c'est cette nuance que je voulais faire. Il faudrait que la population davantage dénonce pour encourager la police républicaine à faire son travail. Et puis aussi que la justice, après le travail de la police républicaine, que la justice fasse son travail. Et puis, comme ça, la population sera satisfaite de cette lutte et de traque aux cybercriminels et terroristes et tout. D'accord. En tout cas, les autorités administratives et locales de Saverne ont salué cette interpellation qui entre en ligne de compte dans la lutte contre les différentes formes de criminalité et tout ce qui va avec. On va parler maintenant du deuxième sujet. Monsieur Avangansi, est-ce que vous êtes un peu embêté par les coupures d'électricité ces derniers temps? Ouais, étant béninois, je ne peux pas dire non, parce que nous sommes tous sur le territoire national et puis on constate malheureusement des coupures intempestives de l'énergie électrique. Par moment, oui, sur communiqué de la société qui gère l'énergie électrique, par moment, non, il n'y a pas de communiqué d'un seul coup, il y a le délestage. Certains ont estimé justement que nous revenons à nos débuts. On sait que à l'avènement du pouvoir, du régime de la rupture en 2016-17, il y avait quand même une avancée, une réduction drastique des coupures. On avait même presque plus de coupures d'électricité et c'était quand même pour le bonheur de toute la population. Maintenant, on sent que ça revient progressivement. Quelle lecture on peut faire au regard de cette situation? Bon, comme j'ai eu à le dire sur ce plateau, nous avons un président de la République qui a de la vision, qui a de l'ambition, qui veut révéler ce pays et
Et c'est pour cela que je reste dans cette dynamique souvent dans mes interventions. Et si nous avons eu des mois, des années sans survivre ces genres de délestage, c'est à l'actif de ce gouvernement parce qu'au début, ils nous ont dit plus de délestage. Et on a constaté qu'au début de leur mandat, le délestage ne durait que 5 à 10 minutes. Maintenant, si ces derniers temps, on assiste aux coupures intempestives, moi, je mets ces coupures dans le sens des travaux de réfection de voies, des travaux d'aménagement de voies et surtout des travaux de rallongement du système électrique, en fait. Parce qu'il y a des zones qui n'avaient pas l'énergie électrique. Donc, la société de l'énergie électrique est en train de faire des rallongements de ces poteaux et autres là pour permettre à d'autres populations d'avoir accès à l'électricité. Et ça peut avoir un impact sur la distribution de l'énergie électrique, selon moi. C'est vrai que dans son communiqué, la Société béninoise d'énergie électrique a énuméré quelques raisons qui expliquent justement cet état de choses. Vous le disiez tantôt, le raccordement du système de réseau électrique et d'autres activités qui sont faites. Sauf que ceci a quand même des incidences sur les activités économiques, par exemple. On sait que ceux qui ont des boutiques, des poissonneries, des blanchisseries et tout ce qui va avec, même au niveau des médias aussi, on sait que c'est à l'aune de l'électricité quand on essaie quand même de faire nos différentes activités. Donc l'impact que cela a, l'impact négatif que cela a sur les activités, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, quand il y a délestage, nous en souffrons autrement. D'autres souffrent de la chaleur, d'autres souffrent de leurs produits dans le congélateur. Les promoteurs de bars aussi souffrent et les vendeurs de yaourt. Le problème est vu dans beaucoup d'angles. Mais c'est pour cela en fait qu'avant le délestage, nous devons prendre conscience du communiqué de la société qui nous livre l'énergie électrique. J'exhorte la population à ne pas boycotter ces messages. Si déjà la société prend la peine de passer un communiqué et nous mettant en garde de la coupure de l'énergie électrique, nous devons prendre des dispositions pour ne pas subir tant de dommages. Mais qu'on le veuille ou pas, il y aura des dommages. Il y aura des dommages et voilà. Nous vivons dans un pays où les dommages créés par certaines sociétés ne sont malheureusement pas pris en compte par les sociétés qui engendrent ces dommages. C'est avec le temps, peut-être ça va s'améliorer, mais pour le moment, il n'y a pas de règlement de dommages. Donc pour cela, je pense qu'il y aura des mécontents parce que déjà, même si on avise et que le délestage dure sur la durée. Peut-être, des fois, ils nous disent il y aura coupure de 7h à midi, et puis peut-être c'est à 10h ou 11h qu'on entame le délestage, et ça dure peut-être des fois jusqu'à 22h, 23h. Si déjà le promoteur de poissonnerie se dit sur cette durée, il y aura coupure, donc il faudrait que je fasse ça, et respecte la durée. Mais il y a 4 ou 5 heures de plus que dure le délestage, il y aura sûrement de dommages de son côté. Et ça va créer de frustration. Mais on n'y peut rien. On va souhaiter que cela s'améliore et que les travaux finissent vite afin que nous ne subissons plus ces délestages. C'est vrai que quand vous évoquez la question comme ça peut être l'air banal, mais on va scruter certains aspects de la question pour voir. L'un des palliatifs assez sérieux par rapport à ces coupures, c'est d'avoir un groupe électrogène. Encore faudrait-il se poser la question combien de Béninois ou combien de ménages peuvent s'offrir ce luxe-là, parce que ça reste encore un luxe aujourd'hui. Combien d'entreprises privées disposent de groupes électrogènes qui puissent prendre le relais automatiquement. Et quand vous avez même au niveau des hôpitaux, parce que quand on va à ce niveau-là, c'est encore assez délicat. Il y a certains hôpitaux privés qui n'ont pas de groupe électrogène quand il faut faire des interventions chirurgicales, quand il faut faire la césarienne et tout. Donc vous voyez un peu, on n'a pas idée, mais une coupure d'électricité ou d'énergie électrique pendant 15-20 minutes peut avoir des dégâts sans retour. Donc la question elle est là, vous l'avez dit, oui, on n'y peut rien, mais quelque part il faudrait aussi qu'on comprenne que ces structures-là doivent impérativement, ou bien à tout le moins, avoir ou se munir d'un groupe électrogène pour pallier l'absence d'énergie en cas d'urgence surtout. Oui, je vais abonder dans le même sens que vous et je vous dirai en toute honnêteté
nous avons du mal à suivre la révolution chez nous, parce que vous avez parlé de groupe électrogène. Oui, aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de s'acquérir un groupe électrogène. Mais en tant que chef d'entreprise, connaissant le retour que tu as de ton entreprise, tu dois t'investir plus pour sauvegarder tout ce que tu as comme arsenal. Mais je quitte le domaine du groupe électrogène. Et aujourd'hui, la révolution technologique nous amène à utiliser les panneaux solaires, les trucs liés à l'énergie solaire. Beaucoup se dirigent vers ça désormais. Vous allez voir dans les hôpitaux, on étale des panneaux solaires pour pouvoir servir de relais systématique à tout délestage de la société électrique. Et d'autres même, aujourd'hui, se sont adaptés à ce système d'énergie solaire, et c'est quand ils ont cette panne avec le système là qui reviennent sur le compteur électrique directement. Donc, je vais exhorter la population, ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer des groupes électrogènes de haut calibre, parce que c'est pas un groupe électrogène de 30 000, 40 000 qui va assurer le relais dans un centre de santé qui a des matériels de chirurgie. Il faut des groupes électrogènes à la hauteur de 1, 2 millions, 3 millions. Donc, même Lyon, c'est assez moins cher. Donc il faut, dans les gammes de 70, 80, voire 100 millions. Il faut essayer aussi de voir si on peut installer un système solaire qui va nous permettre de faire la relance de l'énergie électrique. Encore pour le système solaire aussi, certains Béninois se plaignent de ce que c'est assez onéreux, hein, c'est pas facile d'installer le système solaire, et pour la gestion aussi, il y a assez de difficultés. Alors par rapport à ça, il y a que le Bénin est quand même un bon élève en matière d'acquittement de ses dettes. 3 pays de l'Afrique, dont le Bénin justement, le Niger et le Togo, ont effectué un paiement de 9,81 millions de dollars sur la facture cumulé de 15,60 millions de dollars qu'ils devaient. Ils ont ainsi réduit leur dette de 5,79 millions de dollars vis-à-vis d'une société du Nigeria qui fournit l'énergie électrique. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette allure, le Bénin est en train de régler aussi au plan financier ses dettes pour s'assurer une autonomie énergétique? Écoutez, je ne vais pas cesser de jeter des fleurs à ce gouvernement, parce que beaucoup de réformes apportent des grincements dedans. Mais quand d'autres réformes apportent le sourire aux lèvres, il faut qu'on applaudisse. Et dans le domaine de l'énergie, nous voyons tous les efforts que ce gouvernement fait. Et tous les gouvernements, ce gouvernement du Bénin révélé, on a toujours eu des cris de ras-le-bol, de détresse, de dénonciation à chaque coupure de l'énergie électrique, excusez-moi. Il y a toujours des voix qui s'élèvent, c'est parce qu'on doit au Nigeria, c'est parce qu'il y a des dettes impayées vis-à-vis du Nigeria, on a coupure, c'est parce qu'il y a des dettes de l'énergie. Même si la société d'énergie électrique fait passer un communiqué pour signaler que c'est dû à une panne, on dit non, c'est parce qu'on doit de l'argent, mais il doit rendre au Nigeria, excusez-moi. Et puis voilà, depuis l'avènement de ce gouvernement, on voit la collaboration entre le Bénin et cette société du Nigeria. On voit souvent qu'il n'y a pas des situations du passé qu'on vit, parce qu'il y a des moments donnés aussi, dans le passé, on voyait la société du Nigeria passer communiquer, il y a le Togo, le Niger qui n'ont pas payé leurs dettes vis-à-vis de, voilà pourquoi il y aura coupure. Mais depuis l'avènement de ce gouvernement, on n'a pas eu vent de ça, même si récemment, à cause du délestage qu'ont subi, certains élèvent déjà la voix pour dire c'est parce que le Bénin doit. Et écoutez, quand tu as une société prestataire et qui te donne des prestations, c'est normal de payer. Et personne ne sait le contrat qui lie ces pays au Nigeria, à la société du Nigeria dans la fourniture de l'énergie électrique. Donc même s'il y a une dette, ces pays-là, à citer le Bénin, le Niger et le Togo,
savent qu'il y a un contrat qui les lie à cette société et qu'ils doivent respecter le délai de règlement. Et moi, je peux vous garantir que il y a 2 mois en arrière ou 2 ou 3 mois en arrière, la société béninoise de production électrique avait fait passer le Bénin comme le bon client de cette société nigériane. Ça veut dire que si déjà le Bénin est traité comme le bon client et parmi ces autres pays, c'est parce que le Bénin respecte ses engagements vis-à-vis de cette société nigérienne. Donc, payer une dette et ça encourage cette société à mieux améliorer ses prestations vis-à-vis de ces pays-là. Donc, je dis félicitations au gouvernement du Bénin révélé. D'accord. Vous l'avez dit, hein, il faut situer le contexte. Il y a eu des rumeurs, justement, qui font état de ce que voilà, le Bénin n'aurait pas soldé ses dettes. C'est pour cela qu'il y aurait des coupures. Donc, il y a eu quand même un rétablissement de la vérité. La société béninoise de production de l'énergie a rassuré. Et puis, dans le communiqué, il a été dit clairement que le Bénin a un statut de bon client au niveau de la NERC, la société nigériane qui commercialise l'énergie électrique, si on peut le dire ainsi. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Souhaitons justement que cela augure d'un lendemain meilleur et que les coupures intempestives auxquelles on assiste ces derniers temps relèvent progressivement du passé. Gildas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Gildas Arongonsi, acteur politique, merci d'être passé par ici. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce décryptage. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À demain.